Bienvenue. En 1928, un alpiniste se retrouva soudainement pris au piège d'une tempête de neige d'une violence extrême sur les pentes du mont Karakoram, situé dans la région reculée du Cachemire, en Inde. La tempête, déchaînée et impitoyable, plongeait les environs dans une obscurité presque absolue, rendant toute orientation impossible. C'est alors que, contre toute attente, il distingua au loin une lumière vive et inhabituelle, scintillant sur une colline située non loin de sa tente. Bravant le froid mordant et les rafales furieuses, il décida de se mettre en route pour en découvrir l'origine. Après une marche longue et éprouvante à travers la neige, il tomba finalement sur un objet rond, lisse et étrangement brillant. Intrigué et animé par la curiosité, il le frappa avec sa pelle, le brisant sous l'impact, et une lumière aveuglante en jaillit aussitôt. L'éclair fut d'une telle intensité que l'alpiniste perdit connaissance et s'évanouit sur le champ. À son réveil, l'objet avait disparu. Il chercha du regard, en vain. Puis, il sentit une étrange marque sur sa main. Perplexe, il se perdit dans ses pensées. Il ne comprenait pas de quoi il s'agissait. L'histoire nous transporte ensuite à l'époque contemporaine, où nous rencontrons Ellen Benson, une professeure d'astrobiologie renommée. Ellen est veuve et vit avec son beau-fils, Jacob. Elle venait de rentrer chez elle après un cours à l'université lorsqu'elle a reçu un appel d'un inconnu. L'appelant l'a prévenu que quelqu'un allait bientôt frapper à sa porte. Surprise, Ellen lui a demandé qui il était et ce qu'il voulait, mais l'appelant n'a répondu à aucune de ses questions. Il lui a simplement dit qu'elle aurait toutes les réponses en chemin. Ellen ne comprenait pas ce qui se passait, quand soudain elle a entendu frapper à sa porte. En ouvrant, elle a vu plusieurs voitures de police garées devant chez elle. Un homme en costume lui a ordonné de le suivre discrètement, sans poser de questions. Perplexe et hésitante, Ellen a confié son fils, Jacob, à sa voisine et a suivi la police. Elle n'avait pas le choix. Même dans le fourgon de police, Ellen a demandé au policier où il l'emmenait. Mais il a répété qu'elle aurait toutes les réponses une fois arrivée. Après plusieurs insistances de sa part, le policier a fini par lui avouer qu'il y avait une urgence nationale et qu'ils avaient besoin d'elle pour en discuter. Ils ont emmené Ellen sur une base militaire et l'ont fait monter dans un avion où se trouvaient déjà plusieurs autres scientifiques de renom, issus de différents domaines. Personne ne savait où ils allaient ni pourquoi. L'avion les a conduits à une académie militaire. Dès l'atterrissage, il a été formellement interdit d'utiliser les téléphones portables et les appareils photo à l'intérieur. Cependant, Ellen a gardé le sien en secret pour rester en contact avec son fils. Là, elle a retrouvé son vieil ami Michael, scientifique à la NASA. C'était d'ailleurs lui qui avait convoqué tous les scientifiques présents, et Ellen en particulier. Il l'a conduite dans la salle de conférence où se trouvaient également d'autres scientifiques. Michael a alors informé l'Assemblée d'une menace dévastatrice qui se dirigeait vers la Terre. Il a expliqué que récemment, des membres de son programme de surveillance spatiale avaient repéré un objet étrange en orbite autour de Jupiter. De nombreux objets se déplacent dans l'espace, mais celui-ci a attiré l'attention des scientifiques car sa vitesse de rotation était très différente de celle des autres. Alors que la plupart des objets suivent des orbites circulaires, celui-ci se déplaçait sur une orbite hyperbolique, comme s'il avait été lancé d'un point à un autre. Il fonçait vers la Terre à une vitesse de 30 000 km. Compte tenu de cette vitesse, les scientifiques estimaient qu'il entrerait en collision avec Manhattan, une ville américaine, dans les 78 minutes suivantes. L'impact serait si violent que la ville entière serait détruite. À ces mots, tous les scientifiques présents se mirent à transpirer d'effroi, d'autant plus que Manhattan était proche. Selon eux, même le lancement d'un missile ne suffirait pas à arrêter un objet se déplaçant à une telle vitesse. Le gouvernement devait garder le secret. Il était important de maintenir la paix et d'éviter de semer la panique dans le pays. C'est pourquoi tous les téléphones portables et appareils photo furent confisqués aux scientifiques avant leur entrée dans la salle de conférence. Mais Ellen avait secrètement gardé le sien. Elle alla aux toilettes et appela Jacob, lui demandant de se cacher à la cave. Bien que Jacob ne prenne pas ses paroles au sérieux, Ellen souhaitait lui parler encore un peu, sans savoir si elle pourrait lui reparler un jour. Cependant, Jacob raccrocha. Même si Ellen était sa belle-mère, elle l'avait toujours aimé comme son propre fils. Mais les sentiments de Jacob envers Ellen étaient tout autres. Il ne l'avait jamais acceptée comme sa mère. Soudain, on frappa à la porte de la salle de bain. Une policière avait surpris Ellen en train d'utiliser son téléphone. Elle le lui confisqua, mais sachant ce qui allait se produire, les larmes lui montèrent aux yeux. Puis, tous les scientifiques furent conduits près du lieu d'impact prévu. Il ne restait que quelques secondes avant le choc. Voyant cela, un scientifique déclara que si l'objet percutait la Terre à 30 000 km/s, soit un dixième de la vitesse de la lumière, toute vie sur la planète serait anéantie. Le gouvernement devrait donc tenter de lancer un missile pour l'intercepter. Mais un officier présent à proximité affirma qu'il ne pouvait rien faire car quelqu'un avait désactivé tous leurs missiles. Pendant ce temps, il ne restait que 6 secondes. Tous se préparaient à mourir. Mais alors que l'objet approchait de la Terre, sa vitesse diminua brusquement. Tous les scientifiques furent stupéfaits. Ils virent l'objet briller comme le soleil et descendre lentement vers le sol. Il atterrit dans un champ désert, au milieu de la foule rassemblée pour assister à l'événement. Immédiatement, des militaires encerclèrent l'objet avec des armes et des chars. Ellen et les autres scientifiques furent emmenés plus près, même si personne ne comprenait vraiment ce que c'était. Lorsque la fumée se dissipa, ils constatèrent que l'objet était une version plus grande de la sphère transparente montrée au début du film. À l'intérieur, d'immenses nuages d'orage étaient visibles. C'était en réalité un vaisseau spatial extraterrestre. Une lumière aveuglante en jaillit et un extraterrestre commença à émerger. À cette vue, la foule prit la fuite. Mais Ellen, courageuse, s'avança vers l'inconnu. Celui-ci tendit la main vers elle. Mais avant qu'ils ne puissent se toucher, un soldat, derrière eux, tira sur l'extraterrestre et le blessa. Ellen cria aussitôt d'arrêter le feu et appela les secours. Soudain, un immense robot extraterrestre sortit du vaisseau. Entièrement métallique, son corps lançait des rayons rouges dans ses yeux, semblables à des lasers. En un instant, le robot mit hors service tous les systèmes électroniques de la ville.
Un son assourdissant retentit, strident comme une aiguille. Le robot s'avança alors pour récupérer l'extraterrestre blessé, mais celui-ci lui donna des instructions dans sa langue. À peine eut-il entendu les ordres que le robot se figea, telle une statue, et l'électricité fut rétablie. Comprenant que les extraterrestres n'avaient aucune mauvaise intention, les officiers l'emmenèrent à l'hôpital militaire. Voyant son état s'aggraver, Hélène leur demanda aussitôt d'appeler un chirurgien. Peu après, un chirurgien arriva. Mais lorsqu'il incisa la peau de l'extraterrestre pour retirer la balle, il fit une découverte stupéfiante. Le chirurgien expliqua que la peau de l'extraterrestre était semblable à de la graisse de baleine et qu'à l'intérieur se trouvait un corps d'apparence humaine. À peine le chirurgien pratiqua-t-il une incision que, chose surprenante, la couche externe commença à se détacher d'elle-même. Stupéfait, le chirurgien retira lentement toute la couche externe. De l'intérieur apparut alors un extraterrestre ressemblant à un nouveau-né. Tous les témoins restèrent bouche bée. Étonnamment, en peu de temps, l'extraterrestre se mit à grandir et se transforma en un humain adulte. Puis, dès qu'il ouvrit les yeux, il se mit à se débattre. À ce moment-là, Hélène arriva et lui dit « N'aie pas peur, nous sommes là pour t'aider ». À ces mots, l'extraterrestre se calma et répéta les paroles d'Hélène. Hélène était sous le choc. Pendant ce temps, le gouvernement s'efforçait de sauver la ville au plus vite. L'évacuation était en cours. Voyant cela, les habitants d'autres pays commencèrent également à fuir les grandes villes. Craignant que les extraterrestres n'attaquent également leur ville, le président des États-Unis est envoyé dans un lieu sûr. En son absence, le ministre de la Défense assure l'intérim. Un officier informe ce dernier qu'ils ont perdu le contact avec l'un des satellites en orbite autour de la Terre. Les extraterrestres en ont pris le contrôle. Plus alarmant encore, plusieurs vaisseaux extraterrestres ont atterri sur Terre à différents endroits. À ce moment précis, de nombreux autres vaisseaux sont également en orbite autour de la planète. À cette nouvelle, le ministre de la Défense est terrifié. Selon lui, le plus grave est la perte de contact avec ce satellite, car il ne s'agit pas d'un satellite ordinaire. Il est directement connecté au système de défense américain. En le piratant, les extraterrestres ont dérobé toutes les informations secrètes du gouvernement et les ont utilisées pour désactiver tous les missiles. Ils ont désormais accès à chaque détail, aussi bien mineur qu'important, concernant le gouvernement. La ministre de la Défense en déduit que les extraterrestres sont venus pour envahir la Terre. Afin de s'en assurer, elle rend visite à l'extraterrestre encore hospitalisé. Hélène et le médecin sont présents. Ils conduisent la ministre dans la chambre où se trouve l'extraterrestre. À sa grande surprise, ce dernier ressemble trait pour trait à l'alpiniste du début du film. Le médecin explique à la ministre que le corps de l'extraterrestre est composé de 3 ADN différents. Son cerveau a été créé à partir d'ADN extraterrestre, tandis que son corps a été façonné à partir de l'ADN de l'alpiniste aperçu précédemment. À ce moment-là, les extraterrestres avaient prélevé l'ADN de l'alpiniste sur sa main. Grâce à cet ADN, ils ont construit ce corps d'apparence humaine. C'est pourquoi l'extraterrestre ressemble à l'alpiniste. Ils ont procédé ainsi pour pouvoir survivre dans l'atmosphère terrestre. Lorsque l'extraterrestre atterrit sur Terre, il était à l'état de nouveau-né. Il portait une sorte de combinaison spatiale bio-ingénierée qui lui servait d'embryon. À sa sortie, il passa étonnamment de nouveau-né à adulte en seulement 6 heures. Stupéfaite par ces étranges caractéristiques, la ministre de la Défense se rendit immédiatement auprès de l'extraterrestre. Sachant déjà que les extraterrestres avaient piraté leur satellite de communication et appris leur langue, elle l'interrogea dans sa propre langue. « Qui êtes-vous ? De quelle civilisation extraterrestre venez-vous? Et quel est le but de votre visite ?» L'extraterrestre répondit s'appeler Klaatu. Il expliqua qu'il existait dans l'univers de nombreuses civilisations encore inconnues des humains. Il appartenait à l'une d'elles et était venu sur Terre en tant que représentant de toutes les civilisations extraterrestres. Klaatu savait que toutes les grandes puissances terrestres étaient unies au sein des Nations Unies. Il demanda donc à la ministre de la Défense d'organiser une réunion de l'ONU afin de pouvoir expliquer la raison de sa visite à tous les terriens. Mais le ministre de la Défense rejette la demande de Klaatu et déclare qu'il ne peut parler à personne d'autre qu'à elle. Elle lui demande pourquoi il est venu sur leur planète. Klaatu la regarde, surpris, et répond « Cette planète ne vous appartient pas ». À ces mots, le ministre craint que les extraterrestres ne soient venus pour les dominer. Elle ordonne alors au médecin d'interroger Klaatu à l'aide d'un polygraphe et de lui injecter un narcotique au plus vite. Cependant, Michael désapprouve cette méthode d'interrogatoire brutale. Il s'oppose donc à la décision du ministre et refuse d'obéir. C'est alors que Hélène intervient et se déclare prête à administrer le produit à Klaatu. Sur ces mots, elle se rend à l'infirmerie et emporte discrètement la bouteille de solution saline ainsi que le médicament. Pendant ce temps, Klaatu supplie la ministre de la Défense de le laisser partir, prétextant une mission importante. Mais elle refuse, affirmant qu'elle ne le libérera pas tant qu'il ne lui aura pas révélé la raison de sa venue sur Terre. Peu après, Hélène revient et remplace discrètement le médicament par du sérum physiologique dans la seringue. Elle injecte le produit à Klaatu et lui murmure à l'oreille de s'échapper dès qu'il en aura l'occasion. Mais avant que Klaatu ne comprenne, les militaires l'attachent à un fauteuil roulant et l'emmènent dans la salle d'interrogatoire. Des gardes sont postés à l'extérieur et à l'intérieur, un médecin commence le test polygraphique en installant son matériel. La principale question qu'il pose à Klaatu est « Pourquoi est-il venu sur Terre ?» Klaatu ne répond à aucune question. Au lieu de cela, il prend le contrôle du polygraphe grâce à ses pouvoirs. Lorsque le médecin touche l'appareil, il reçoit une décharge électrique et tombe sous l'emprise de Klaatu. Ce dernier lui demande comment sortir et le code d'accès de la porte principale. Puis, utilisant ses pouvoirs, Klaatu se glisse dans les câbles électriques et atteint le système de vidéosurveillance. Grâce aux caméras, il aperçoit tous les gardes postés devant la pièce. Il émet alors un bruit assourdissant dans leurs oreillettes, les faisant tous s'effondrer de douleur. Klaatu s'échappe ensuite, vêtu d'une blouse de médecin. Quelques minutes plus tard, constatant sa fuite sur les images de vidéosurveillance, les militaires lancent des recherches dans toute la ville.
elle. De son côté, Klaatu arrive à la gare. Il prend de la nourriture à un distributeur automatique, sans utiliser d'argent, d'un simple contact. Un jeune enfant, non loin de là, l'observe avec stupéfaction. Soudain, un voleur dérobe les affaires d'un vieil homme sous les yeux de Klaatu et prend la fuite. Témoin de cette scène, Klaatu se met à réfléchir aux aspects positifs et négatifs de l'humanité. Il remarque alors que sa blessure par balle n'est toujours pas cicatrisée et saigne à nouveau. Tentant de comprendre cet état du corps humain, Klaatu s'évanouit et s'effondre. Au même moment, Hélène est chez elle avec son fils Jacob. Les informations télévisées montrent que le pays est plongé dans le chaos après l'arrivée des extraterrestres. Les dirigeants du monde entier sont furieux contre le gouvernement américain qui a refusé la demande de Klaatu de s'adresser aux Nations Unies. Soudain, Hélène reçoit un appel de la police ferroviaire. On lui annonce qu'un de ses patients est en garde à vue et prétend qu'elle possède ses médicaments. Hélène comprend immédiatement qu'il s'agit de Klaatu. Elle emmène rapidement Jacob avec elle et se rend à la gare où Klaatu l'attend. Avant que quiconque ne le reconnaisse, Hélène fait monter Klaatu dans sa voiture et s'éloigne en suivant l'itinéraire qu'il lui a indiqué. Pendant le trajet, Klaatu demande à Hélène un échantillon de sa combinaison spatiale bio-ingénierée qu'elle avait emportée du laboratoire en rentrant chez elle. Il s'agissait en réalité des médicaments de Klaatu. Lorsqu'il applique la substance sur sa blessure, celle-ci guérit instantanément. Hélène est stupéfaite. Pendant ce temps, l'armée américaine envoie 2 avions télécommandés chargés de missiles pour détruire le vaisseau extraterrestre. Mais dès le lancement des missiles, le robot extraterrestre géant qui gardait le vaisseau tire des lasers de ses yeux et détruit les missiles. Il prend ensuite le contrôle des avions et les précipite sur les chars d'assaut. Les soldats sont stupéfaits. De son côté, Klaatu arrête sa voiture devant un café et attend quelqu'un. Jacob, ignorant tout de Klaatu, est furieux contre les extraterrestres venus sur Terre. Il est également indigné que le gouvernement évacue la ville au lieu de riposter. Il demande son avis à Klaatu. Ce dernier répond que les humains sont impuissants. Jacob ajoute alors que si son père était encore en vie, il aurait tué les extraterrestres et les aurait chassés. Sur ces mots, il se rend aux toilettes. En entendant les propos de Jacob, Klaatu suppose que son père devait être un soldat redoutable. Mais Hélène corrige Jacob et lui explique qu'il n'est qu'un enfant et que comme tous les enfants, il voit son père comme un héros. Elle confie à Klaatu que la véritable mère de Jacob est décédée lorsqu'il était très jeune. Plus tard, Hélène a épousé son père, mais 1 an après, il est décédé à son tour. Hélène ignore toujours pourquoi Klaatu est venu sur Terre et lui pose la question à nouveau. Klaatu répond simplement « Je suis venu sauver la Terre ». À ce moment précis, son ami arrive et ils entrent dans le café. L'homme que Klaatu rencontre est un vieil homme chinois accompagné de son petit-fils. Ce vieil homme est en réalité un extraterrestre, comme Klaatu arrivé sur Terre il y a 70 ans. Même son petit-fils ignore qu'il est un extraterrestre. Après avoir vécu parmi les humains pendant tant d'années, le vieil extraterrestre a appris tous les aspects de la vie humaine, le bon comme le mauvais. Il explique à Klaatu que les humains ont toujours semé la destruction sur Terre. Bien qu'ils sachent que leurs actions nuisent à la planète et provoquent l'extinction d'autres espèces, ils ne changent pas. C'est ce qui rend les humains dangereux. Klaatu finit par révéler le véritable but de sa visite. Les extraterrestres étaient venus sur Terre non pas pour la protéger d'un ennemi extérieur, mais des humains eux-mêmes. Leur objectif était d'anéantir l'espèce humaine afin que la Terre retrouve sa verdure et sa paix. Comme auparavant, la mission du vieil homme sur Terre était désormais terminée. Klaatu l'invita à rentrer avec lui pour ne pas périr avec les humains. Mais le vieil extraterrestre ajouta alors un élément important. Malgré leur nature destructrice, les humains possèdent aussi une autre facette, l'amour. Cet amour avait même touché le cœur de l'extraterrestre. Cependant, ce dernier savait que Klaatu ne comprenait toujours pas ce sentiment et qu'il ne renoncerait pas à sa mission. Il choisit donc de rester sur Terre avec les humains. Hélène et Jacob ignoraient encore les véritables intentions de Klaatu. Hélène continua donc de rouler vers l'endroit indiqué. Pendant ce temps, la police ratissait la région à la recherche de Klaatu. Des habitants du coin apprennent que Klaatu est parti dans la forêt avec Hélène et Jacob. Peu après, Klaatu arrête la voiture en pleine forêt. Il laisse Hélène et Jacob dans le véhicule et s'enfonce seul dans la jungle. Ne le voyant pas revenir, Hélène laisse Jacob dans la voiture et part à sa recherche. Elle s'arrête à un endroit et aperçoit Klaatu au bord d'un étang. Soudain, un petit vaisseau spatial extraterrestre émerge de l'eau. Klaatu s'en approche et dès qu'il le touche, une énergie jaillit de tous les vaisseaux extraterrestres présents sur Terre. Cette énergie commence à attirer toute créature vivante, terrestre ou marine. Hélène, sous le choc, écarquille les yeux. Effrayée, elle s'enfuit vers la voiture. Pendant ce temps, Jacob est perplexe. Il pense que Hélène et Klaatu s'aiment et que Hélène va bientôt appeler Clay pour qu'ils viennent vivre avec eux. Cela provoque une petite dispute entre eux. Jacob, furieux, sort de la voiture. Hélène le suit pour le calmer. Hélène et Jacob aperçoivent alors le vaisseau extraterrestre quittant la Terre pour l'espace, emportant les créatures avec lui. Simultanément, tous les vaisseaux extraterrestres à travers les différents pays commencent à quitter la Terre. Partout dans le monde, la population exulte, croyant s'être enfin débarrassée des extraterrestres. Mais à Manhattan, la peur persiste. La sphère extraterrestre y est en effet bien plus étendue que les autres, ce qui inquiète fortement le gouvernement. Pendant ce temps, Klaatu retourne auprès d'Hélène et lui propose de rentrer en ville. Mais Hélène refuse et fait monter Jacob dans la voiture. Elle explique à Klaatu qu'elle ne l'emmènera nulle part tant qu'elle ne lui aura pas révélé la véritable raison de tout cela. Klaatu finit par lui avouer la vérité. Il explique qu'il n'existe que quelques planètes dans l'univers où la vie est possible. Sa civilisation extraterrestre tente de les protéger. Mais sur Terre, les humains polluent et détruisent sans cesse la nature. Si cela continue, la Terre sera bientôt anéantie. Il explique que les extraterrestres ont longtemps patienté, espérant que les humains changeraient. Mais au lieu de s'améliorer, les humains n'ont cessé de nuire davantage à la planète
planète. Les extraterrestres ont donc décidé d'anéantir l'humanité, car la destruction de la Terre condamnerait de toute façon les humains. En revanche, leur élimination permettrait à la Terre de survivre. Effrayé, Elon supplie Cladu, lui disant que si les extraterrestres accordent une dernière chance aux humains, ils peuvent changer et contribuer à sauver la Terre. Mais Cladu ignore sa requête. Soudain, un policier arrive à la recherche de Cladu. Il sépare d'abord Elon et Jacob de lui, puis lui demande poliment de poser les deux mains sur la voiture de police. Cladu obéit, mais l'instant d'après, il percute violemment le policier avec la voiture, lui brisant tous les os. Terrifié de voir le policier souffrir, Jacob crie de colère sur Cladu. Mais Cladu applique alors son remède sur le policier, et utilise l'énergie de la voiture pour le soigner. Touché par ce geste de bonté, une lueur de bonté brille en Cladu. Une fois de plus, Elon le supplie d'épargner l'humanité. Cladu répond qu'il a déjà tenté de parler aux dirigeants du monde, mais que le ministre de la Défense a rejeté sa proposition. Elon lui rétorque qu'elle ne les considère pas comme ses dirigeants. Sur ces mots, elle emmène Cladu rencontrer le professeur Barnard, espérant qu'il puisse l'aider à changer d'avis sur l'humanité. Le professeur Barnard était un prix Nobel reconnu pour ses recherches sur l'altruisme biologique. Elon demande à Jacob de se reposer dans une chambre pendant qu'elle attend le professeur au salon avec Cladu. Cladu remarque alors une équation écrite au tableau du professeur. Une équation que personne au monde n'avait réussi à résoudre, mais qu'il résout en un instant. Juste à ce moment, le professeur arrive et est stupéfait de voir l'équation résolue. Il comprend immédiatement que Cladu n'est pas un humain ordinaire, mais l'extraterrestre que le gouvernement américain recherche. Le professeur explique à Cladu que si cette civilisation extraterrestre est si avancée, elle doit sûrement avoir un moyen d'aider les humains à devenir plus responsables envers la Terre. Cladu répond que, par le passé, leur civilisation n'était guère différente de celle des humains. Mais, au bord de l'anéantissement de leur propre fils, ils furent contraints de changer, et au fil du temps, leur civilisation s'adapta. Or, les humains sont différents. Ils refusent de changer. Ils ne pensent qu'à leur propre intérêt. Dès lors, espérer qu'ils se dévouent à la Terre est vain. Le professeur explique alors que toute civilisation ne change que lorsqu'elle frôle la destruction, comme ce fut le cas pour celle de Cladu. Cladu devrait donc donner aux humains la même chance de changer. À ces mots, Cladu se tait et se plonge dans ses pensées. Mais à cet instant précis, un message apparaît à la télévision. Cladu représente un danger pour la Terre et le gouvernement américain tout entier est à sa recherche. Voyant cela, Jacob appelle secrètement la police et leur indique leur position. Quelques instants plus tard, des hélicoptères militaires atterrissent chez le professeur, à la recherche de Cladu. Au bruit des hélicoptères, Hélène attrape Jacob et court se réfugier dans la forêt voisine avec Cladu. Mais Jacob parvient à alerter les soldats, ce qui leur permet de les localiser. Un soldat capture Hélène et l'emmène tandis que deux hélicoptères poursuivent les recherches de Cladu. Avant qu'ils ne puissent l'intercepter, Cladu les détruit grâce à ses pouvoirs. Effrayé, Jacob prend la fuite. Dans sa course, il glisse près d'un pont et manque de tomber, mais Cladu le rattrape et le sauve. Touché par ce geste, Jacob comprend que Cladu n'est pas maléfique et qu'il est en réalité un extraterrestre bienveillant. Cladu et Jacob repartent ensuite pour la ville. Entre-temps, l'armée a découvert que le robot extraterrestre n'attaque que s'il est provoqué. Ils le maîtrisent donc avec précaution et le transportent par un tunnel souterrain jusqu'au complexe du mont Weather. Dans un centre d'opération d'urgence des forces spéciales américaines, l'armée tente de détruire le robot à l'aide d'une puissante foreuse. Mais sa structure est si résistante que même la foreuse ne parvient pas à l'endommager. Au contraire, c'est la foreuse elle-même qui se brise. Un mécanicien est envoyé dans la salle pour réparer la machine. Soudain, le robot libère de minuscules insectes métalliques qui se mettent à dévorer la foreuse. L'instant d'après, ils envahissent également le corps du mécanicien. Ce dernier souffre atrocement, mais au lieu de le secourir, l'agent de sécurité met le feu à la salle. Cependant, le feu n'affecte pas le robot. En un rien de temps, il se transforme en une myriade d'insectes métalliques. Ces insectes brisent la paroi de verre de la chambre, tuent tous les humains présents et les effacent de toute existence. Ils brisent ensuite la lourde porte de fer et s'échappent par le tunnel souterrain. À leur sortie, l'armée tente de les arrêter avec des fusils et des chars, mais leurs armes sont inefficaces. Ces insectes volent dans le ciel comme un gigantesque essaim d'abeilles, détruisant tous les humains et tout ce qu'ils ont construit. Tout ce qui se trouve sur leur passage se transforme en insectes, augmentant rapidement leur nombre. Les insectes se répandent rapidement sur toute la Terre, surgissant de tous les coins du globe pour anéantir l'humanité. Les arrêter est désormais impossible. Lorsque la ministre de la Défense apprend la nouvelle, elle est prise de panique. Ils ont complètement échoué à protéger l'humanité des extraterrestres. Cependant, entre-temps, Hélène a déjà informé la ministre qu'elle pourrait convaincre Clatu et sauver l'humanité. La ministre n'a d'autre choix que d'accepter la proposition d'Hélène. Elle l'envoie parler à Clatu et Michael la soutient dans cette mission. De leur côté, Jacob et Clatu rentrent chez eux. Lorsque Jacob décroche le téléphone pour appeler Hélène, la communication est coupée. Clatu utilise alors son pouvoir pour réparer le téléphone et le tend à Jacob. Non, Jacob appelle Hélène et il décide de se retrouver dans un lieu particulier, un cimetière où repose également le père de Jacob. Jacob avait choisi cet endroit dans l'espoir que Clatu puisse ramener son père à la vie, car il l'avait déjà vu ressusciter un policier. Mais Clatu lui explique que c'est impossible dans ce monde. Personne ne meurt vraiment. On ne fait que passer d'un état à un autre. À ces mots, Jacob est bouleversé. Pendant ce temps, Hélène et Michael arrivent au cimetière.
Hélène prend Jacob dans ses bras et lui dit qu'il n'est pas seul. Elle sera toujours là pour lui. Au même instant, Jacob comprend son erreur et accepte enfin Hélène comme sa mère. Témoin de cet amour, Klaatu comprend lui aussi le véritable sens de l'amour et accepte de donner une autre chance à l'humanité. Mais pour cela, il doit retourner à son vaisseau. Michael l'aide et emmène Klaatu dans sa voiture. De son côté, le ministre de la Défense reçoit un ordre secret du président et se met immédiatement au travail. Alors que Michael emmène Klaatu hors de la ville, il tombe sur un barrage routier. Michael le force et prend la fuite. Des véhicules militaires se lancent à leur poursuite. Mais bientôt, les soldats reçoivent l'ordre de leur supérieur d'arrêter la poursuite et font demi-tour. C'est alors que Hélène remarque quelque chose d'étrange. La route est déserte et il n'y a aucune sécurité. Elle commence à pressentir que quelque chose cloche. Elle demande à Michael de s'arrêter. Avant qu'il ne puisse obtempérer, le ministre de la Défense donne l'ordre d'attaquer le vaisseau extraterrestre. Sur ordre du président, plusieurs avions de chasse bombardent le vaisseau et ses environs. La voiture de Michael s'est déjà approchée du vaisseau, le faisant se renverser. Michael meurt sur le coup. Au même moment, un essai d'insectes arrive. À leur vue, Klaatu entraîne Hélène et Jacob sous un pont pour les protéger. Mais certains insectes pénètrent dans leur corps et les poussent vers une mort certaine. Hélène supplie Klaatu de sauver Jacob. Klaatu réfléchit un instant, puis décide de les sauver. Il extrait tous les insectes de leur corps et les absorbe. Ensuite, il se sacrifie. Il atteint le vaisseau extraterrestre avec l'essai d'insectes et en le touchant, il libère une impulsion d'énergie. Cette énergie détruit instantanément tous les insectes, mais Klaatu disparaît avec eux. Le don de vie que Klaatu a offert à l'humanité a un prix. Toute l'électricité et la technologie moderne sur Terre cessent de fonctionner. Et cette fois, les humains ne tentent même pas de les rétablir. Ils sont contraints de vivre en harmonie avec la nature. Sur ce silence assourdissant, le vaisseau extraterrestre quitte la Terre. Et le film s'achève ici. Amis, si vous avez aimé cette vidéo et que vous vous êtes laissé emporter par l'histoire, abonnez-vous pour nous soutenir et nous permettre de continuer à vous proposer d'autres vidéos de ce genre. Merci d'avoir regardé.